Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans les recettes ludiques. Aujourd'hui on vous parle de cette grosse boîte qui cache un jeu totalement asymétrique avec un matériel incroyable. On va vous présenter la Baie des Marchands. La Baie des Marchands est un jeu de Karl van Nostrand avec Johnny Pack et Drake Villarreal. Il est illustré par The Miko et édité par Final Frontier Games. Il est localisé en français par Super Meeple. Vous pouvez y jouer de 1 à 4 joueurs pour des parties entre 1 heure et 1 heure et demie. Sa difficulté est estimée à 2,9 sur 5. Dans cette vidéo, vous trouverez la présentation du matériel, la mise en place, les règles du jeu ainsi que les règles propres aux 4 personnages de la boîte de base. Cette vidéo a été réalisée grâce à une boîte que Super Meeple nous a offerte, donc on les remercie. Marchands et marchandes de la baie, faites chauffer vos machines, allumez vos fourneaux, briquez vos chaudrons et souquez les artimuses, des clients de toute faction seront bientôt à quai. Anticipez la demande pour fabriquer les bonnes marchandises, exploitez les mécaniques uniques de votre personnage, recrutez les habitants pour leurs compétences et méfiez-vous des voyous qui rôdent pour piller vos trésors. Le marchand ou la marchande la plus riche remportera la victoire. On passe au matériel. Un plateau principal, un sac aventurier, 52 pions aventuriers répartis en 13 guerriers rouges, 13 bardes verts, 9 sorciers bleus, 9 nobles jaunes et 8 voyous gris. 6 bateaux, 12 gemmes rouges plus 100 or, 36 cartes habitants, 12 autochtones, 12 mercenaires et 12 marins. 3 cartes voyous, les criminels, les cultistes et les voleurs. 4 cartes marchands, une par marchand. 60 cartes corruption, 2 pions souris, un marqueur de face de marché, 2 jetons aventuriers double face, un plateau et 20 cartes colporteurs pour le mode solo ou pour simuler un joueur fantôme dans une partie à 2 joueurs. Pour chaque marchand, une bannière marchand, un marqueur or et un sablier. Placez le plateau au centre de la table. Posez les bateaux dans la zone maritime, 3 de chaque côté de l'île du Dragon. Mélangez toutes les cartes habitants. Vous pouvez choisir de ne prendre que 2 factions sur 3. Placez ensuite une carte habitant sur chaque emplacement de la Grand Place. Mélangez les cartes corruption et placez-les en bas à droite du plateau. Placez un client de chaque type dans leur salle de clan respective. Mettez tous les clients restants dans le sac des aventuriers. Choisissez une carte voyou et placez les nombres de voyous indiqués dans le sac et dans le repère. Rangez les voyous restants dans la boîte. Chaque joueur reçoit le matériel joueur dans la couleur de son choix. Placez sur l'horloge le marqueur phase de marché sur la case 12, les 2 souris sur les aiguilles de l'horloge, les sabliers de chaque joueur sur la case 1, empilés au hasard. Si vous jouez une partie à 2 joueurs, placez les jetons double aventuriers sur les cases 9h30 et 11h30. Si vous jouez une partie à 3 joueurs, placez un jeton double aventurier sur la case 11h30. Si vous jouez une partie à 4 joueurs, ne placez pas de jetons. Placez le marqueur or de chaque joueur sur le départ de la piste d'or. Chaque joueur choisit un marchand avec tout le matériel et la règle correspondante. La mise en place est complétée pour chaque joueur selon le marchand choisi. Celle-ci sera détaillée en même temps que les règles dédiées à chaque marchand. Vous pourrez retrouver ça grâce au chapitrage de la vidéo. La Baie des Marchands se joue en 3 manches, chacune décomposée en 4 phases. À la fin des 3 manches, c'est le joueur ou la joueuse qui a gagné le plus d'or qui remporte la victoire sur ses adversaires. Voyons tout de suite ces 4 phases. La première, c'est la phase d'arrivée. On va piocher des aventuriers de manière à en ajouter 2 par bateau. Si on pioche un voyou, qui sont les aventuriers gris, comme celui-ci, on va devoir se référer à la carte voyou pour savoir où le placer. Si l'icône est un petit bateau, on va ajouter le voyou dans un bateau comme un aventurier. Et si l'icône est un sac, on met le voyou de côté, on continue de piocher des aventuriers de manière à ce que chaque bateau reçoive 2 aventuriers, puis on remet ce voyou dans le sac. Deuxième phase, c'est la phase de production. Ça correspond à votre phase d'action. C'est là où les joueurs vont pouvoir fabriquer des marchandises de différents types, avec chacun leur fonctionnement propre, qu'on verra à la fin de la vidéo en annexe, on regardera chaque personnage. L'ordre du tour est déterminé par la position des sabliers sur l'horloge. C'est toujours le joueur qui est en dernier, qui a son sablier le plus en arrière sur l'horloge, qui est le joueur actif.
Si plusieurs sabliers sont sur la même case, comme c'est le cas au début, eh bien, c'est le joueur qui se trouve au sommet de la pile qui devient le joueur actif. Le joueur actif doit respecter l'ordre suivant pour chacune des actions réalisées. Tout d'abord, choisir son action. Le joueur va déplacer son personnage sur une case action disponible de son plateau joueur. Celle-ci doit impérativement être différente de celle utilisée lors du précédent tour. C'est-à-dire que le personnage va être déplacé vers une nouvelle case. La case indique le coût à payer en temps et éventuellement en carte corruption. Ce coût est à payer une fois l'action réalisée. Les actions dépendent essentiellement du plateau personnage que vous aurez choisi au départ. Cependant, 2 actions sont communes à tous les joueurs. On va les regarder tout de suite. La première, c'est l'action de recruter un habitant. Recruter un habitant, ça signifie que vous allez prendre une carte qui se trouve sur la Grand Place et l'ajouter à votre équipe. Donc, première chose, vous sélectionnez une des 4 cartes qui se trouvent sur la Grand Place, qui ont toutes un coût différent. C'est pour ça qu'il y a cette petite icône avec un point d'interrogation ici. Et vous récupérez immédiatement le bonus qu'elle apporte. C'est-à-dire que soit vous prenez immédiatement l'effet apporté, soit il est perdu. Ensuite, vous allez la placer dans votre équipe, dans un emplacement qui est disponible. C'est-à-dire que vous glissez la carte en fait sous le petit plateau d'équipe de manière à la mettre en face d'un pouvoir particulier. Ensuite, vous allez compléter la place, la Grand Place. Donc, vous déplacez toutes les cartes vers la droite et vous ajoutez une carte de manière à compléter ces emplacements. Quand vous recrutez un habitant dans votre équipe, vous devez le placer sur un emplacement disponible. Il y a une seule possibilité pour que vous puissiez remplacer une carte habitant, c'est que votre équipe soit déjà complète et que vous fassiez à nouveau l'action de recruter un habitant. Une fois qu'un habitant est placé dans votre équipe, vous ne pouvez plus le changer d'emplacement de manière à utiliser un autre bonus d'équipe. Il est placé définitivement jusqu'à ce qu'il soit éventuellement remplacé par une nouvelle carte dans le cas où votre équipe est complète. La deuxième action commune à tous les joueurs, c'est l'action justement d'utiliser son équipe, qui coûte en principe 2 temps. Pour utiliser son équipe, assez simple, vous allez activer tous les bonus qui sont en face d'une carte habitant dans votre équipe. Donc ici, dans notre exemple, on n'a qu'une seule carte habitant, donc on pourrait activer uniquement ce bonus. Si j'avais les 4 cartes de mon équipe, je pourrais activer chacun des bonus une fois au maximum. Je suis pas obligé d'utiliser chaque bonus et je pourrais surtout les activer dans l'ordre de mon choix. Plus vous avez d'habitants dans votre équipe, plus cette action est puissante, bien entendu. Enfin, payez le coût de l'action que vous venez de réaliser. Le coût de certaines actions peut impliquer des cartes corruption. Si tel est le cas, vous devez piocher le nombre de cartes corruption indiquées par le coût et vous les conservez face cachée dans votre plateau joueur, mais bien sûr vous pouvez consulter cette carte à tout moment. Seul le nombre de cartes corruption de chaque joueur est connu de l'ensemble des joueurs. La deuxième partie du coût, c'est bien sûr le coût en temps. Vous allez déplacer votre sablier sur l'horloge du coût indiqué par l'action que vous avez choisie. On va dire que l'action m'a coûté 2 sabliers. Je vais donc avancer mon sablier de 2 cases. Et ensuite, je vais regarder ce qui s'est passé sur l'horloge. Tout autour, vous avez des petits marqueurs aventuriers comme ça. Ces marqueurs aventuriers vont en fait vous faire réaliser l'action de charger des bateaux. C'est-à-dire que vous allez prendre des aventuriers. Donc ici, c'est un aventurier. Ici, ça aurait été 2. Je pioche dans le sac des aventuriers et je vais pouvoir les placer dans des bateaux en mer. Alors ici, je suis tombé sur un voyou. Je vais le placer dans un bateau qui se trouve en mer, c'est-à-dire qui n'est pas encore arrivé à quai. Bon, je vais le mettre ici. Ensuite, au fur et à mesure que ces actions vont être réalisées par les joueurs, évidemment, les bateaux vont devenir de plus en plus complets. Et lorsqu'un joueur va compléter un bateau, c'est-à-dire qu'il va placer le 4e aventurier, il va devoir l'amener à quai. Quand on amène un bateau à quai, on doit l'amener sur un des quais libres, du même côté de l'île du Dragon. Donc ces 3 bateaux-là ont des chances d'arriver ici, et ces 3 bateaux-là de ce côté. J'amène le bateau à quai, je vais l'amener par exemple ici, et je décharge tous les aventuriers qui étaient dans le bateau pour les mettre sur le quai. Voilà. Donc vous avez bien compris, il y a 3 bateaux de chaque côté, il n'y a que 2 quais de chaque côté, donc il y a forcément un bateau qui va se retrouver en arrière, et ce bateau-là, eh bien, on va devoir l'éliminer, en fait, c'est-à-dire qu'on va mettre de côté les aventuriers qui s'y trouvent, donc, par exemple ici, hop, voilà, je fais arriver ce bateau-là, et le bateau restant va donc
perdre ces aventuriers, ils ne pourront pas venir sur des quais pour acheter des marchandises, et du coup, comme ils peuvent pas acheter de marchandises, eh bien, ils vont à la taverne pour boire un verre. Vous allez les placer dans les salles de clan des couleurs respectives, donc ici un rouge et un bleu. Si ça avait été un voyou, on l'aurait mis dans sa salle de clan ici qui s'appelle le repère. Et vous faites ça jusqu'à ce que les 4 quais soient complets. Le joueur qui va compléter le 4e quai, donc il va placer le 4e bateau, va enclencher la fin de la phase de production. C'est-à-dire que il va se retrouver dans une configuration comme ceci. Par exemple, je suis joueur orange, le dernier aventurier que j'ai placé ici a complété le 4e bateau. Je vais donc placer le marqueur de phase de marché qui va nous indiquer qu'on va changer de phase dans la manche, juste après le sablier le plus avancé. Donc là, en l'occurrence, c'est moi. Je vais le placer juste après ici. À partir de ce moment-là, toutes les actions de charger des bateaux, donc quand le joueur bleu, le joueur violet vont passer le petit marqueur aventurier ici, eh bien rien ne se passe. On ne place même plus les aventuriers dans les salles de clan, hein, on fait juste, on continue de jouer jusqu'à ce que tous les marqueurs aient au moins atteint ou dépassé le marqueur de phase de marché. Dans ce cas-là, une fois que tous les joueurs sont arrivés au bout, ça va déclencher la phase suivante qui sera la phase de marché. On place en fait tous les sabliers dans l'ordre d'arrivée en prenant celui qui est allé le plus loin. On le place tout en haut de la pile, hein, de manière à ce que ce soit le premier joueur de la manche suivante et on empile tout ça sur le marqueur de phase de marché. On passe donc à la 3e phase, la phase du marché. Cette phase va permettre aux joueurs de vendre les marchandises produites aux clients du quai, en sachant que les quais vont accepter certaines marchandises. Le premier quai, celui tout à gauche, va accepter les grandes marchandises, le quai du milieu les petites, et le dernier quai tout à droite va accepter toutes les marchandises en échange d'une carte corruption. Une seule carte corruption pour l'ensemble des marchandises qui seront vendues. Chaque joueur va pouvoir déterminer à quel endroit il va vendre ou non ses marchandises. Vous allez pouvoir vendre dans l'ordre du tour, ou alors tous simultanément, ça n'a pas beaucoup d'importance, et récupérer de l'or en fonction des marchandises vendues et du nombre de clients, du nombre d'aventuriers qui vont acheter vos marchandises. On va faire un exemple. Notre alchimiste a produit un certain nombre de marchandises ici, et il va pouvoir vendre à tous les clients qui se trouvent sur ces quais. Sur le premier quai, celui des grandes marchandises, il y a un client de chaque type. J'ai 2 grandes marchandises, je pourrais décider de les vendre ici pour donc une fois 6 pièces, une fois 6 or, plus une fois 6 or, ce qui me ferait 12 or pour les 2 grandes marchandises. C'est pas très avantageux puisque une de chaque, ça pourrait être beaucoup mieux que ça. On va passer au 2e quai. Ici au centre, donc vous voyez que c'est les petites marchandises, j'ai 2 petites marchandises, il n'y a pas du tout d'acheteur bleu. Donc déjà, de base, je peux pas vendre ma marchandise bleue puisque personne n'en veut. Ensuite, il y a 1, 2, 3 acheteurs pour une marchandise rouge. Je vais donc pouvoir vendre ma petite marchandise rouge au prix de 3 or, multiplié par 3 aventuriers qui vont me l'acheter, ce qui me donne 9 or. Ce qui est plutôt intéressant. Donc je vais prendre ce deal tout de suite. Donc la marchandise vendue repart dans votre réserve. Enfin, on arrive sur le dernier quai. Ici, on peut vendre des grandes ou des petites marchandises, comme on veut, mais contre une carte corruption, quel que soit le nombre de marchandises prises. Je vais décider de vendre mes 2 grandes marchandises sur ce quai, puisqu'il y a 2 acheteurs rouges. Je vais donc récupérer 12 pour ma marchandise rouge, 2 x 6, plus 1 x 6 pour ma marchandise verte, et en échange, je récupère une carte corruption, que je peux regarder d'ailleurs. Hop, voilà. Et mes marchandises sont donc vendues pour un total de 18 or supplémentaires. Hop, ce qui me fait 27 au total. Pendant cette phase, vous êtes toujours libre de vendre une marchandise ou non. Si vous ne la vendez pas, elle reste sur votre étal et vous pourrez la vendre lors de la prochaine manche. Si c'est la dernière manche, vous ne pourrez pas la vendre lors d'une prochaine manche, elle ne vous rapportera donc rien du tout. Une fois cette phase de vente terminée, les joueurs vont récupérer également de l'or pour ce qu'on appelle le mécénat. Sur chaque plateau personnage, vous allez retrouver des petites icônes comme ça avec un petit bouclier et l'icône de la salle de clan correspondante. Quand vous avez débloqué ces icônes de mécénat, donc par des procédés qui sont propres à chaque personnage, eh bien vous allez récupérer de l'or qui correspond en fait au nombre d'aventuriers dans la salle de clan correspondante. Ici par exemple, si j'avais débloqué le mécénat rouge et vert, eh bien je récupérerais 2 plus 1 or, ce qui fait au total 3 or supplémentaires. Évidemment,
Le nombre de personnages dans les salles de clan va augmenter au fur et à mesure des manches, donc le mécénat va rapporter de plus en plus d'or au fur et à mesure de la partie. Quatrième et dernière phase d'une manche, le nettoyage. Cette phase n'est réalisée qu'à la fin des 2 premières manches. On replace les aventuriers sur les quais dans leurs petits sacs aventuriers. Les aventuriers dans les salles de clan restent boire un coup dans les salles de clan. Puis on défausse la carte habitante la plus à droite. On glisse les autres habitants vers la droite et on ajoute une nouvelle carte pour compléter l'œuvre. Ensuite, on va ajuster l'horloge. À la fin de la première manche, vous allez déplacer la première souris, celle qui se trouve entre les cases 5 et 6, et la placer sur la case numéro 1. En fin de deuxième manche, vous allez déplacer la deuxième souris et la mettre sur la case numéro 2. Ensuite, vous allez déplacer tous les sabliers qui se trouvent actuellement sur le marqueur de phase de marché. Vous conservez l'ordre dans lequel ils sont et vous les placez sur la première case disponible, donc juste après, là où les souris du plateau. Les souris ont en fait un petit effet, c'est-à-dire qu'elles vous privent d'une heure au début, ici, sur les 2 manches qui suivent la première, mais par contre, à chaque fois, elles vous donnent la possibilité de récupérer cette heure en passant par l'aiguille de l'horloge, mais par contre, quand vous faites ça, eh bien, vous voyez que vous allez récupérer une carte corruption. Donc à vous de voir si vous perdez une heure ou si vous conservez l'heure, mais vous prenez une carte corruption à la place. Également, vous avez, lorsque vous passez par une aiguille de l'horloge, vous ne passez pas par le petit marqueur aventurier ici, ce qui fait que vous n'effectuez pas l'action de charger les bateaux quand vous passez par cet emplacement. Enfin, vous déplacez le marqueur phase de marché sur la case numéro 12 et vous êtes prêt à commencer une nouvelle manche en commençant par la phase d'arrivée. La fin de partie survient après la phase de marché de la 3e manche. Un décompte final a lieu et alors déjà accumulés au cours de la partie vont s'ajouter les icônes clans que l'on va posséder sur nos cartes habitants et sur nos cartes corruption à la fin de la partie. Chacune de ces icônes va nous rapporter autant de points de victoire que d'aventuriers présents dans les salles de clan. Ici, j'ai 2 icônes du clan jaune, je vais gagner 2 fois 3 points. Ici, une icône du clan bleu, 1 fois 3 points, et une icône du clan rouge, 1 fois 2 points. Ensuite, on va devoir malheureusement calculer nos icônes corruption, également présentes sur nos cartes habitants et sur nos cartes corruption. Et on va perdre autant de points de victoire que de voyous présents dans le repère. Ici, j'ai 1, 2, 3, 4 icônes corruption, je vais perdre 4 fois 2, puisqu'il y a 2 voyous dans le repère. À la fin de la partie, c'est le joueur qui aura gagné le plus d'or qui va l'emporter. Si une égalité existe, c'est le joueur qui a le plus de marchandises invendues sur l'étal qui va remporter la partie. Et si l'égalité persiste, c'est le joueur qui a le moins de cartes corruption qui gagnera la partie. On passe maintenant aux annexes. On va regarder tout d'abord les cartes voyous. Donc il y en a 3 dans la boîte de base. On va regarder un petit peu leurs effets. La première carte, ce sont les criminels. Les criminels n'ont pas d'effet particulier. C'est un petit peu la carte d'entraînement, celle que vous jouez lors de votre première partie. Les criminels, lors de la phase d'arrivée, les voyous que vous allez piocher depuis le sac aventurier vont arriver dans les bateaux exactement au même titre que les autres aventuriers. Ça ne change rien. Ensuite, vous avez les cultistes. Alors eux aussi, les voyous que vous allez piocher pendant la phase d'arrivée vont également arriver dans les bateaux au même titre que les autres aventuriers. En revanche, eux, pendant la phase de marché, ils ont un pouvoir particulier. Vous pouvez considérer chaque voyou qui se trouve sur un quai particulier comme un aventurier de chaque couleur. Ça va en fait ajouter des clients pour acheter vos marchandises. Si vous décidez de le faire, vous n'êtes pas obligé. Si vous décidez de le faire, vous allez recevoir une carte corruption par voyou que vous avez considéré de la sorte. Bien sûr, il faut une contrepartie. Les cultistes ne sont pas gratuits. Enfin, dernière carte, ce sont les voleurs. Les voleurs ont un pouvoir particulier au moment de la phase de production. Quand vous allez charger les bateaux avec un aventurier, quand vous passez le petit tic sur l'horloge avec votre sablier, si jamais vous piochez un voyou, eh bien vous allez pouvoir placer ce voyou dans un bateau comme les autres aventuriers, sauf que vous allez pouvoir, en payant une carte corruption, déplacer un aventurier qui se trouve dans le même bateau que là où vous avez placé le voyou vers un autre bateau encore en mer. Ce qui fait que, par exemple, dans cette situation, je mets le voyou dans ce bateau, donc je devrais théoriquement faire arriver ce bateau-là à quai. Eh bien non, j'ai la possibilité, contre une carte corruption, de déplacer un aventurier, par exemple le guerrier rouge, je l'amène dans un autre bateau. Comme ça, ce bateau-là n'arrive pas à quai, et même éventuellement, si vous arrivez à faire des super combos,
vous faites arriver un autre bateau à quai à la place avec un autre aventurier, et tac, ça fait un méga combo. Ces aventuriers-là débarquent sur ce quai. Notez que pour les voleurs, les voyous que vous allez piocher au moment de la phase de charge, de la phase d'arrivée des bateaux, vous les mettez de côté et vous ne mettez en fait au début que des aventuriers dans les bateaux. Tous les voyous que vous avez piochés, vous les remettrez dans le sac à la fin de cette phase d'arrivée. C'est pour vous permettre en fait d'en piocher plus pendant la phase de production. Olaf Grondtonnerre, le forgeron. Matériel. Une figurine Olaf, un plateau boutique, un plateau d'équipe, 12 dés, 8 dés alliage, 2 de chaque couleur et 4 dés charbon. Une étale, 20 marchandises du forgeron. Mise en place. Placez le plateau boutique, le plateau équipe et l'étale devant vous. Placez un dé charbon dans chaque fourneau avec la valeur indiquée pour chacun d'eux. Placez un dé alliage de chaque couleur sur les icônes mécénat de la couleur correspondante du four à fusion. Leur valeur n'a pas d'importance. Lancez les 4 autres dés et conservez-les à proximité. Placez la figurine du forgeron sur la case « Utilisez son équipe ». Les actions. Alimenter un fourneau. Placez 1 ou 2 dés en fonction du fourneau choisi. Ces dés serviront à forger la marchandise de la couleur du dé et de la taille correspondante au fourneau sélectionné. Les 2 premiers fourneaux vous serviront à forger des grandes marchandises et les 2 suivants vous serviront à forger des petites marchandises. Alimenter le four à fusion. Placez un dé dans l'emplacement du four à fusion. La couleur et la valeur du dé n'ont pas d'importance. Ce dé vous servira à débloquer un nouveau dé alliage ainsi qu'à obtenir le mécénat de la couleur du dé retiré de manière permanente. Forger. Avec cette action, vous pouvez forger des marchandises. Pour un fourneau complètement alimenté, additionnez la valeur de tous les dés présents. Référez-vous ensuite aux valeurs indiquées juste au-dessus de ce fourneau. En fonction de la couleur de la marchandise et de son type, vous devrez obtenir une valeur maximum ou une valeur minimum plus ou moins élevée. Si vous respectez les conditions de la case la plus haute, bravo, vous forgez votre marchandise. Si vous respectez les conditions de la case la plus basse, vous forgez également votre marchandise, mais en contrepartie, vous devez piocher une carte corruption. Si vous ne respectez pas ces conditions, vous ne pouvez malheureusement pas produire de marchandises. Dans tous les cas, retirez les dés utilisés de votre plateau. Vous pouvez également choisir de retirer des dés du plateau qui n'ont pas servi à produire de marchandises ce tour-ci, et vous pouvez utiliser autant de fourneaux que souhaité avec une seule action forgée. Toujours avec l'action forgée, vous pouvez choisir d'obtenir un nouveau dé alliage. Si l'emplacement du four à fusion est occupé par un dé, retirez-le, ainsi qu'un dé alliage de la couleur de votre choix encore disponible dans le four à fusion. Vous obtenez ainsi un nouveau dé, ainsi qu'un bonus mécénat de la couleur correspondante. Une fois l'action forgée terminée, relancez tous les dés que vous avez retirés des fourneaux, ainsi que ceux restant dans votre réserve si vous le souhaitez. Sur le plateau d'équipe, la première action vous permet de modifier la valeur des dés de charbon pour un total de 3 points à ajouter ou à retirer sur n'importe quelle combinaison de dés. La seconde vous permet de remplir un fourneau avec des dés de votre réserve. La troisième vous permet d'utiliser 2 fourneaux alimentés pour les forger. La dernière vous permet de défausser une carte corruption que vous possédez. Grimage le chronomancien et Humpty McAlf son assistant. Matériel. Une figurine Grimage, une figurine Humpty McAlf, un plateau boutique, un plateau d'équipe, 4 jetons heure gelée, 10 tuiles fragments de portail, une étale, 20 marchandises du chronomancien. Mise en place. Placez le plateau boutique, le plateau équipe et l'étale devant vous. Placez un jeton heure gelée sur chaque icône mécénat du plateau. Placez les 2 tuiles fragments de portail avec un drapeau sur les 2 emplacements du haut du plateau, face blanche visible. Placez ensuite 2 autres tuiles choisies au hasard sur les 2 emplacements du bas, face blanche visible également. Les 6 tuiles restantes sont placées face bleue visible sous le plateau boutique. Elles constituent le flux temporel. Placez les figurines sur les cases correspondantes de la machine temporelle de gauche. Le plateau du chronomancien et de son assistant comporte au total 10 cases actions.
4 cases sur les extrémités qui constituent les 2 machines temporelles avec une place pour chacun des personnages. Et au centre, vous avez 6 cases actions qui sont composées par des fragments de portail qui, assemblés ensemble, forment au total 6 cases. Vous avez certaines contraintes de déplacement pour atteindre les cases actions. Tout d'abord, vous devez impérativement vous déplacer dans le sens des aiguilles d'une montre. Vous devez déplacer vos personnages d'abord sur la ligne du haut, passer dans la machine, puis sur la ligne du bas. Ensuite, lors de votre tour, vous avez le choix entre déplacer l'un ou l'autre des personnages, mais vous devez respecter cette contrainte, c'est que l'assistant doit toujours se trouver devant le chronomancien. Donc, dans cette configuration-là, par exemple, j'aurai la possibilité de déplacer l'assistant, mais aussi le chronomancien. En revanche, ici, dans cette configuration-là, je ne peux plus déplacer que l'assistant, puisque sinon, le chronomancien passerait devant l'assistant. Contrainte supplémentaire, lorsque vous arrivez dans une machine temporelle, vous êtes obligé de vous y arrêter. Donc, il y a une des 2 cases qui correspond au personnage, donc en fait, le personnage qui ne correspond pas ignore simplement la case, donc ici je peux pas mettre l'assistant sur cette case, et je pourrais pas mettre le chronomancien sur cette case. Quand l'assistant atteint cette case, il est obligé de s'y arrêter et d'effectuer l'action correspondante. Et il ne peut pas repartir tant que le chronomancien n'a pas lui aussi rejoint son poste sur la machine temporelle. Ça leur permet de changer de temporalité et de passer sur les fragments de portail du dessous. Voilà, donc vous faites ça à chaque fois que vous arrivez aux extrémités, vous êtes obligé de réaliser les actions des machines temporelles. Première action, c'est l'action spécifique à l'assistant, c'est l'action de figer le temps. Vous allez pouvoir récupérer 2 jetons heure gelée qui sont au-dessus du plateau ici et qui masquent les icônes de mécénat. Vous choisissez les jetons que vous souhaitez, vous prenez ceux qui restent, c'est possible aussi, et vous les mettez de côté. Ces jetons heure gelée vont pouvoir être dépensés au moment où vous devez payer le coût de votre action en temps, donc vous pouvez les dépenser pour n'importe quelle action, et vous pouvez en dépenser n'importe quel nombre à la fois, pour compenser en fait le déplacement de votre sablier d'1 heure. Ça vous permet d'économiser en fait les heures sur l'horloge. En revanche, les jetons que vous dépensez sont replacés sur les icônes mécénat et viendront donc recouvrir à nouveau ces icônes. Donc, si pendant la phase de marché, vous avez les 2 icônes-là qui sont actives, vous récupérez les 2 bonus de mécénat, mais par contre, si vous les avez recouverts auparavant, vous n'en récupérez aucun. La deuxième action, c'est l'action du chronomancien. Il s'agit de décaler les lignes temporelles. Quand vous arrivez sur la case du chronomancien, vous allez récupérer une des 6 tuiles qui se trouvent dans le flux temporel, donc juste en dessous, et vous allez la faire glisser dans la colonne qui se trouve juste à côté de la machine temporelle dans laquelle le chronomancien se trouve actuellement. Donc vous la faites glisser par le haut. De cette manière, vous allez en fait éjecter la tuile du bas. Donc vous la remplacez. Cette tuile du bas qui a été éjectée, vous allez la placer dans le flux temporel, mais avant, vous la retournez sur sa face opposée. Donc là, elle était face blanche, vous la mettez face bleue visible. De cette manière, vous allez en fait renouveler les actions qui sont disponibles dans les fragments de portail au centre du plateau. Enfin, les actions de fragments de portail que vous pouvez effectuer avec l'un ou l'autre des personnages, ces actions vous permettent de récupérer des petites marchandises, également des grandes marchandises sur d'autres cases actions, et vous voyez ici, vous avez aussi des icônes de mécénat. Donc là, vous avez le choix entre récupérer une petite marchandise jaune ou alors obtenir tout de suite instantanément le bonus de mécénat, donc pendant la phase de production, le bonus de mécénat jaune ici ce serait vert et vous avez ça pour toutes les couleurs évidemment. Les coûts sont indiqués en bas de ces fragments de portail. Donc ici par exemple cette case là, elle ne coûte qu'un seul temps. Celle-ci en revanche elle me coûte 2 temps plus une corruption. Et vous notez d'ailleurs que les 2 actions qui sont communes à tous les joueurs sont incluses dans ces cases de fragments de portail et leur coût est directement imprimé sur les fragments. C'est-à-dire que lorsque vous faites l'action de recruter un personnage, d'habitude vous vous référez à ce qu'il y a sur le plateau central, et bien ici vous allez vous référer au coût qui est indiqué ici, et pareil pour l'action d'utiliser son équipe qui habituellement coûte 2, ici elle aura un coût variable qui dépend de la tuile fragment de portail qui se trouve ici. On termine par les actions d'équipe. La première action vous permet d'échanger une petite marchandise d'une couleur donnée contre une autre petite marchandise d'une autre couleur. La seconde vous permet de transformer une petite marchandise d'une couleur en une grande marchandise de la même couleur. La troisième vous permet de fragmenter en quelque sorte une grande marchandise d'une couleur donnée en 2 petites marchandises de la même couleur.
Et enfin, la dernière vous permet d'éliminer une carte corruption comme tous les autres personnages. Finistra Orwin, l'alchimiste. Matériel. Une figurine Finestra, un plateau boutique, un plateau d'équipe, un sac d'alchimiste, 26 billes ingrédients, 4 extraits d'icor, une étale, un décanteur, 20 marchandises. Mise en place. Placez le plateau boutique, le plateau équipe et l'étale devant vous. Placez toutes les billes dans le sac. Placez le décanteur sur l'emplacement indiqué et complétez-le avec 8 billes prises au hasard dans le sac. Placez un extrait d'icor sur chaque icône mécénat au-dessus des chaudrons. Placez la figurine de l'alchimiste sur la case « Utiliser son équipe ». Les actions. Récupérer des ingrédients. 3 cases d'action y sont associées et vous permettent de récupérer des ingrédients depuis le décanteur. Vous placez votre personnage sur une de ces 3 cases, puis vous annoncez la couleur sélectionnée. Vous récupérez ensuite les billes de cette couleur ainsi que les billes noires présentes sur la ligne associée à la case, ainsi que toutes les nouvelles billes de la couleur choisie qui tomberont dans cette ligne. L'ordre dans lequel vous prenez les billes peut avoir une importance et en faire tomber de nouvelles de la couleur choisie. Je vais faire tout de suite un exemple. Je me place sur cette ligne, j'annonce la couleur rouge. Je peux donc prendre cette bille noire ainsi que cette bille rouge. Cette bille rouge est tombée sur la ligne dans laquelle je me suis positionnée, je peux donc la récupérer. Il n'y en a pas d'autres dans ces lignes, je dois donc m'arrêter là. Les ingrédients récupérés de la sorte doivent être placés dans les chaudrons de brassage. Vous pouvez répartir les éléments comme vous le souhaitez entre les différents chaudrons de brassage. Si vous n'avez plus assez de place pour poser une bille de couleur, vous devez immédiatement la remettre dans le petit sac. Si vous n'avez plus assez de place pour une bille décor, c'est-à-dire une bille noire, elle va directement dans le chaudron des déchets toxiques. Si un chaudron de brassage est complètement rempli par de l'icor, que ce soit des ingrédients, c'est-à-dire les billes ou les extraits comme celui-ci, il explose. Les ingrédients sont alors tout de suite mis dans le chaudron des déchets toxiques et les extraits, eux, restent dans le chaudron. Ils ne bougeront jamais de ce chaudron. Une fois que vous avez terminé cette action et réparti les ingrédients dans les chaudrons, vous remplissez à nouveau le décanteur en piochant les billes depuis le petit sac. L'action brasser. Vous pouvez brasser dans chacun de vos chaudrons de brassage. Les recettes à réaliser se trouvent juste en dessous. Notez que les icors, ceux dont je viens de vous parler, sont des jokers. Ils vous permettent de copier n'importe quel ingrédient présent dans le même chaudron. Ce qui veut dire qu'il faut absolument qu'il y ait déjà un ingrédient pour copier sa couleur. Par exemple, ici, cet icor me permettra de copier soit la couleur verte, soit la couleur jaune. Les recettes sont les suivantes. 2 ingrédients de la même couleur donnent une potion de cette couleur, c'est-à-dire une petite marchandise. 2 ingrédients de même couleur plus un ingrédient au choix donnent un élixir, c'est-à-dire une grande marchandise. Vous avez également la possibilité d'utiliser n'importe quelle combinaison de 3 ingrédients pour débloquer l'extrait d'icor juste au-dessus du chaudron utilisé. Cet extrait d'icor est placé alors dans ce chaudron pour le débloquer et il y restera définitivement. De cette manière, vous pouvez débloquer une icône de mécénat pour le reste de la partie. Une fois le brassage effectué, les ingrédients de couleur utilisés retournent dans le sac, les ingrédients inutilisés restent dans les chaudrons, les ingrédients d'icor vont dans le chaudron des déchets toxiques et rappelez-vous, les extraits d'icor restent en place, ils resteront toujours dans les chaudrons. Lorsque vous placez des ingrédients d'icor dans le chaudron des déchets toxiques, vous commencez par le bas, puis vous remontez. Mais attention, dès que vous atteignez la ligne supérieure, à chaque fois que vous placerez un ingrédient d'icor, vous devrez prendre une carte corruption. Heureusement, vous avez une action nettoyer l'icor qui vous permet de remettre tous les ingrédients icor du chaudron des déchets toxiques dans le sac. Intéressons-nous maintenant au plateau d'équipe. La première action vous permet de remettre dans le sac 2 ingrédients de votre choix depuis n'importe quel chaudron. La deuxième action vous permet de prendre un ingrédient du décanteur ou d'un chaudron pour le mettre dans un autre chaudron. La troisième vous permet de réaliser l'action brasser dans 2 chaudrons de brassage au choix. Enfin, la dernière vous permet de vous débarrasser d'une carte corruption. La capitaine peau verte. Matériel. Une figurine capitaine peau verte,
un plateau boutique, un plateau d'équipe, une boussole, 4 vaisseaux, 7 pièces maudites, une étale et 24 marchandises de la capitaine Peau Verte. Mise en place. Placez le plateau boutique, le plateau équipe, l'étale et la boussole devant vous. Posez les 4 vaisseaux sur la baie des Serpents. Mélangez les trésors face cachée et placez-en un sur chaque emplacement du plateau. Placez la figurine de la capitaine sur la case Utilisez son équipe. Les actions. Déplacer un vaisseau. Cette action vous permet de dépenser un point de mouvement. Un point de mouvement vous permet de faire franchir à un vaisseau une ligne bleue en pointillé. Si vous arrivez sur une case où se trouve un trésor, vous le retournez face visible. Si vous choisissez d'emprunter un raccourci, c'est-à-dire de vous déplacer en diagonale, vous le pouvez en utilisant toujours un point de mouvement, mais vous devez dépenser une pièce maudite et la placer sur l'île des pirates. Utilisez la boussole. Vous avez la possibilité de lancer l'aiguille de la boussole et de vous référer à la case qu'elle indique. Vous obtenez donc le nombre de points de mouvement indiqués et vous devez dépenser le nombre de pièces maudites sur l'île des pirates en fonction de la case sur laquelle l'aiguille se trouve. Si vous n'avez plus assez de pièces maudites pour dépenser le nombre requis, peu importe le nombre de pièces maudites qu'il vous manque, vous dépensez tout ce que vous avez et vous prenez exactement une carte corruption, quel que soit le nombre de pièces maudites qui vous manque. Même s'il vous manque toutes les pièces maudites, vous pouvez faire ces actions, mais contre une carte corruption à chaque fois. Sur cette case en haut à gauche de la boussole se trouve cette petite icône qui signifie que vous avez la possibilité de relancer immédiatement après la boussole, donc vous effectuez déjà vos 2 déplacements plus une pièce, et vous pouvez relancer tout de suite la boussole sans dépenser de temps supplémentaire. En revanche, si vous décidez de le faire, ça vous coûte une corruption. Donc si vous tombez systématiquement sur la même case, eh bien vous pouvez recommencer l'action à chaque fois que vous arrivez dessus. L'action de pêcher. Cette action vous permet, pour chaque vaisseau qui se trouve sur une case avec un petit hameçon comme celle-ci, de récupérer un bonus. Sur les cases où se trouvent des petites marchandises, vous pouvez récupérer une petite marchandise par vaisseau présent. Ici, j'ai un vaisseau ici et un vaisseau là. Je récupérerai donc une petite marchandise rouge, une petite marchandise jaune. Sur cette case, c'est un petit peu particulier parce que je vais pouvoir récupérer des pièces maudites depuis l'île des pirates et les remettre dans ma réserve. Ça me permet de récupérer du stock et en plus, ça va convertir le nombre de pièces maudites que j'ai récupérées en or, c'est-à-dire sur le plateau principal, je vais augmenter mon nombre de points de victoire au final, mon nombre d'or sur la piste d'or autour du plateau. Ensuite, chaque vaisseau qui a servi pour cette action pêchée est ramené sur la baie des Serpents. L'action importée. Même principe que l'action pêchée, sauf que ici vous allez récupérer les bonus qui sont sur les cases extérieures du plateau. Donc pour chacun des vaisseaux, eh bien vous allez pouvoir récupérer des bonus. Alors simplement, quand il y a une case avec 2 vaisseaux et un seul trésor, malheureusement vous ne pouvez récupérer qu'un seul trésor. Vous n'avez pas la possibilité d'en reprendre un de la réserve puisque cette case est complétée uniquement à la fin du tour en cours. Donc ici je récupérerai un trésor rouge. Voilà. Et sur la case tout au-dessus, vous voyez que vous avez la possibilité de récupérer 7 pièces depuis l'île des pirates. Donc 7 pièces, c'est le nombre total de pièces. Et comme pour la case d'en dessous, vous convertissez ces pièces, le nombre récupéré, en or. Ici, je gagnerai 3 ors et ça me permet de récupérer des pièces dans ma réserve. À nouveau, chaque vaisseau qui a participé à cette action d'importer est ramené sur la baie des Serpents et on replace des trésors sur les cases vides. Hop. Si jamais j'ai encore un navire, comme c'est le cas ici, sur une case trésor, eh bien, je peux immédiatement révéler le nouveau trésor, comme quand j'arrive sur une case où il y a un trésor. Pendant la phase de marché, chaque vaisseau qui se trouve sur une icône de mécénat obtient l'or correspondant, donc le bonus de mécénat comme normalement dans le jeu, et chaque vaisseau qui se trouve sur la case de l'île des pirates, lui, va pouvoir retirer une carte corruption que vous auriez pris auparavant. Les vaisseaux ne sont pas retirés pour autant, vous obtenez les bonus de mécénat, mais ils ne sont pas ramenés dans la baie des Serpents. Enfin, lors de la phase de nettoyage de chaque manche, vous allez retirer tous les trésors qui se trouvent sur les îles extérieures de votre plateau,
vous allez les mélanger avec les trésors de votre réserve et vous allez en replacer sur les emplacements en respectant la règle de s'il y a déjà un vaisseau, on le replace face visible. Ici c'est le cas, donc je peux le remettre face visible. Les autres restent face cachée. Petite précision, si vous recrutez un habitant qui vous apporte en bonus une grande marchandise, vous prenez tous les trésors de votre réserve et vous allez fouiller en fait pour voir si il y a une marchandise de cette couleur dans vos trésors. Ici j'ai de la chance, j'ai un trésor rouge, je vais donc pouvoir le prendre dans mon étal. En revanche, s'il n'y avait pas eu de trésor rouge dans ma réserve, ma foi, le bonus ici était perdu et ça aurait été tant pis pour moi. Vous mélangez ensuite la réserve de trésors pour ne pas être au courant de ce qui va sortir après. Sur le plateau d'équipe, la première action vous permet d'obtenir 2 points de mouvement à dépenser comme vous voulez parmi vos vaisseaux en payant une pièce maudite sur l'île des pirates. La deuxième vous permet de faire l'action pêcher une fois, c'est-à-dire pour un vaisseau qui se trouve dans une zone où il y a un petit hameçon. La troisième vous permet de récupérer une pièce depuis l'île des pirates et de la remettre dans votre réserve. Et enfin la dernière, comme sur tous les autres plateaux, vous permet de vous débarrasser d'une carte corruption. Vous savez maintenant jouer à la baie des marchands, on espère que nos explications ont été claires. Nous, c'est un jeu qui nous a vraiment conquis, j'adore son aspect esthétique, les illustrations sont magnifiques, le plateau est incroyable, et en plus de ça, on a du matériel à profusion et en très bonne qualité. Ouais, c'est vrai, c'est un jeu qui fait un petit peu penser à Root, mais qui serait beaucoup plus léger, beaucoup plus accessible, beaucoup plus digeste aussi. On a des factions qui sont très très asymétriques, donc on a 4 personnages dans la boîte de base, les extensions en amènent 3 supplémentaires, avec en plus des petits éléments qui peuvent rendre le jeu un petit peu plus expert. Donc voilà, excellente acquisition, en tout cas on vous le conseille très largement, et on vous dit à bientôt pour de nouvelles recettes ludiques.